Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Alors, Papa Rigobert Kwanipa Kouabou, bonjour. Bonjour. Comment vous portez? Oui, ça va. Il y a 2 jours. Oui. Oui. La santé. Un de plus, comme on le dit souvent là. Oui. Et la santé? Ça va, ça tient. D'accord. Alors, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet aussi intéressant que la parenté chez les Batamariba. Rôle de la famille paternelle et de la famille maternelle. Alors, d'entrée de jeu, déjà, je voudrais qu'on survole un peu la question de l'organisation de la parenté chez les Batamariba. Et la première question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que la parenté est traditionnellement organisée chez les Batamariba? Oui, la parenté, comme la communauté socio-linguistique est une communauté non seulement civilisation d'oralité, mais une communauté organisée politiquement, socio-politiquement sur l'équilibre sur tous les plans, l'équilibre entre les membres de la communauté, l'équilibre quelque part qu'on ne veut pas entre les sexes aussi. Quand je parle d'équilibre, je ne parle pas nécessairement d'égalité, j'allais dire mathématique. Non. L'équilibre sur le plan social, équilibre sur le plan mental, équilibre sur le plan éducationnel. Autrement, à toujours veiller à l'équilibre entre les membres de la communauté. Équilibre entre la communauté des hommes en rapport avec les mondes invisibles, que ce soit le monde des vivants ou le monde des entités naturelles, n'est-ce pas? Bon, maintenant la parenté, partant de là, la parenté. Quand on parle de parenté, bon, je ne crois que ça vient, la parenté vient du parent, les parents. La parenté. Il y a la parenté socio-communautaire, autrement dit, l'appartenance à une même communauté. Même si quelque part elle est biologique, elle remonte très très loin dans la nuit, des temps. N'est-ce pas? Alors là, il y a le clan, et sous le clan, il y a le lignage. Et sous le lignage, il y a des familles élargies. Et sous les familles élargies, il y a des familles restreintes. Mais là, ces familles restreintes-là n'ont pas la même portée que la famille élargie, le lignage et le clan n'ont pas la même portée. Elles sont les unités de base, bien sûr. Les familles nucléaires, père, mère, enfant, c'est les familles nucléaires, le noyau même, mais qui ne prend son sens véritable, son influence, son importance aux yeux de la communauté et des autres communautés que par rapport à leur appartenance, l'appartenance de ces familles nucléaires-là à un grand lignage et à un clan. D'accord. Bon, voilà. Alors, vous précisez bien, vous parlez de clan et de lignage. Et comment donc, et ça c'est ma deuxième question, quel est le poids, j'allais dire, de ces clans et de ces lignages-là
dans cette organisation de la parenté chez les Batamariba? Oui. Bon, le clan, comme structure suprême au niveau de la communauté, n'est-ce pas, assure, j'allais dire, j'ai la relation entre les membres de sa communauté et les membres des autres, et les membres des autres clans. Il veille aussi à ce que sur le plan interne, il y ait harmonie, c'est-à-dire la cohésion soit totale. Il veille à la cohésion, à l'harmonie, n'est-ce pas? Sans oppression. On n'opprime personne. La liberté est garantie, mais vous devriez tenir compte. Vous, en tant que membre du clan, en tant qu'individu membre du clan, vous devriez savoir et tenir compte du fait que sans les autres autour de vous, vous n'êtes pas. D'accord. Donc là, ça se tient. Ça, c'est une chaîne invisible où chacun tient chacun. Et comme ça, on résiste à l'adversité. C'est cela. Maintenant, pour garantir la pérennité du clan, de ces liages, il y a bien sûr le mariage. Il y a le mariage. Et comme nous avons eu à le dire, je crois une fois déjà, oui. Outamare connaît et pratique un certain nombre de formes de mariage. Il y a le mariage. Le mariage, je crois, endogamique, appelons-le comme ça, l'endogamie, où la fille du clan la mère de la fille du clan est donnée par un jeune homme du clan. Et il doit s'acquitter de prestations totales. Et quand il aura fini de s'acquitter de ces prestations-là, la femme, après le rite de passage, ou le rite de consécration, de Kundri, le rejoint. On doit rejoindre la famille, le rejoint son mari. Mais en réalité, bon, son mari ne l'agit pas de façon exclusive. Non. Non. Il n'est son mari que quand ils sont ensemble et à deux. Et à deux. Sinon, pour le reste du temps, la femme est l'épouse de la famille, du lignage, et même du clan. Ça dépend. Ah oui. Oui, c'est ça. Et l'homme, il se méfie. Il n'a pas la liberté de disposer à son gré de la femme. Il n'a pas ce droit de vie ou de mort sur elle. Non. La communauté y veille, à commencer par ses parents, les parents même de l'homme. La femme a beau avoir tort. L'homme ne peut pas avoir raison. Ah oui. Devant ses parents, l'homme ne peut pas avoir raison. La femme a beau avoir tort. C'est l'homme qui a nécessairement tort. Alors, il faut protéger la femme. Quitte à ce que la grand-mère, les tantes, l'appelle après pour dire, attention, tu sais, les hommes sont, ils sont ça. Donc, il faut te méfier quand c'est comme ça, fais ça. N'est-ce pas? Voilà. Mais on ne peut pas dire à l'homme, tu as raison. Oh non, c'est l'épouse, c'est le gavroche. Non, attention, ça ne se dit pas. Bon, bref. Donc, mariage endogamique. Il y a le mariage exogamique. Autrement dit, on sort du clan pour aller chercher des femmes dans un autre clan, mais un clan adverse. Pas un clan allié. Non,
Le clan allié, quand on passe chez des femmes dans un clan allié, c'est toujours endogamique. Maintenant, un clan non allié, un clan quelque part, disons, rival. Quand on prend une femme là-bas, le mariage exogamique. Et là, quand elle arrive, elle bénéficie de la même protection que la femme issue du mariage endogamique. Ces enfants, par rapport aux enfants de la femme, hein, issus du mariage endogamique, là, sont nécessairement en seconde position. Même si on ne leur dit pas, ils le savent. Ah oui? Oui. Parce que à tout moment, la femme venue de l'extérieur peut, si ses enfants l'écoutent, peut les sensibiliser. Si elle a marre de rester là, elle peut les sensibiliser et repartir avec eux chez ses parents à elle. Et la famille marie, hein, le père biologique des enfants n'a plus d'enfants. Ah bon? Non, il n'a plus d'enfants. Ah oui? Oui. C'est les oncles et les tantes de la femme qui sont les pères et les mères. Il s'approprie donc ces enfants-là. Oui. Tout ce qui lui reste, c'est de demander, hein, à rentrer dans ce qu'il a investi au moment où il a pris la femme là, à savoir les dons d'auto, hein, les dons en rapport avec la dot. Et ces dons-là, c'est finalement quoi? C'est des bœufs. Ça peut être une vache, ça peut être une vache et un taureau, ça peut être deux vaches et un taureau. C'est tout ce qui peut demander à récupérer ça en contrepartie. Mais il ne peut pas demander à défendre les enfants. Même s'il demande, il ne les aura pas. Ah bon? Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, maintenant il y a les formes intermédiaires. Les formes intermédiaires qui ressemblent beaucoup plus à des compagnons, hein, à des compagnonnades, hein, des copinages. Mais les enfants qui sont issus de ces formes intermédiaires-là sont les enfants de leurs oncles maternels. Leurs copains, ça s'arrête là. C'est-à-dire, une fois qu'ils quittent le lit, leur mission est terminée. Hein? Les enfants qui sortiront appartiennent aux frères de leur maman. Et autrement, il le dit clairement. Il dit, ma fille ou ma soeur est comme j'allais dire quoi, le fruit du néré. Je ne vais pas chercher la forme scientifique pour rien. Le fruit du néré, tout le monde. Tu ouvres, hein, tu ouvres, ça veut dire le fruit, tu consommes, j'allais dire, la menthe, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, et tu suces, tu retires la poudre qui recouvre les graines. Cette poudre est sucrée. Entre parenthèses, c'est un aliment, un excellent aliment de croissance et d'entretien. Mais on dit, bon, si tu finis de sucer, dépose les graines de néré là, sur l'arbre, et continue. C'est pas à toi les graines. Donc, hein, la femme, tu as fini, hein, les aspects sentimentaux et charnels, ça, c'est pas de problème. Mais les enfants, sont les enfants des frères de sa mère, de leur mère plutôt. C'est cela. Hein? Il n'y a pas
c'est-à-dire le copinage, la compagnonnade, ne peut pas donner, en tout cas, donner le droit à quelqu'un, à un homme, sur les enfants de la femme avec laquelle il compose. Et qui n'est pas son épouse réglementaire. Hipochembibo. Bon, bref. Maintenant, donc, tu vois déjà le rapport. Ouais. Rapport famille maternelle, famille paternelle. Hein? Par contre, la femme, ici, j'allais la femme du mariage endogamique là. Celle-là, ses enfants sont les enfants de la famille de son mari, de celui qui a investi pour l'épouser. Elle a beau ne pas vouloir de cet homme-là et chercher quelqu'un de son goût. Les enfants qui naîtront de leur rencontre appartiendront à celui qui a donné la dot, donc au mari qu'elle a refusé de rejoindre. Elle peut créer avec quelqu'un, mais l'autre attend tranquillement. Il récupère les enfants. Les enfants, une fois sévrés là, il va récupérer. C'est cela. Hein? C'est cela. Bon, hein? C'est cela. Dans tout cas, les rapports. Et la famille de l'homme joue un rôle déterminant puisque c'est la famille de l'homme pendant que la femme est avec lui, qu'elle soit venue de l'extérieur ou qu'elle soit issue de mariage en endogamie, c'est lui qui s'occupe de sa santé physique et de sa santé spirituelle ou mentale. Tout ce qui a rapport au, j'allais dire, au combat quotidien contre les pratiques néfastes des forces négatives, là, c'est la famille de l'homme qui s'en occupe. Il arrive que le père de famille, du mari, de la femme, sollicite l'apport de la belle famille de son fils, donc l'apport de la femme, la femme de son fils. Ça dépend. Si une relation, si la résolution d'un problème demande l'intervention de la famille maternelle, elle va intervenir. C'est un cas de besoin, sinon ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Mais, c'est qu'à l'occasion des rites de passage ou rites de consécration, que sont le foyer de couple là, les enfants doivent se rendre nécessairement dans la famille maternelle pour recevoir la bénédiction des parents maternels avant de se rendre sur les lieux mêmes où ils vont subir le rite, hein, où on va leur administrer le nécessaire vital pour qu'ils deviennent majeurs au sein de la communauté. Ils doivent aller chez les parents maternels, qui les bénissent et ils les accompagnent. Ils vont là-bas, accompagnés de leurs parrains ou de leurs marraines. Les parents les reçoivent, ils les bénissent. Et ils prélèvent dans leur grenier de vivres, le sorgho, le mil blanc, et leur donnent pour les aider à accueillir les étrangers qui vont déferler chez eux. Parce que c'est une fête, une manifestation, n'est-ce pas? Ils le font comme ça. Bon, et le jour, quand quelqu'un meurt, on ne peut pas l'enterrer sans que la famille maternelle soit informée. Que la femme soit venue de l'extérieur ou qu'elle soit du même clan que son mari. Hein? Si elle, les enfants, cette femme-là, vient mourir à l'occasion de ces obsèques,
les parents maternels doivent être informés. Quand il est malade, à moins qu'il meure de mort violente, à moins que ce soit une mort violente, mais s'il tombe malade, et qu'on voit, j'allais dire, arriver de loin, de plus en plus proche, hein, l'ombre triste de la mort, il faut aller dire aux parents maternels que tel ne se porte pas bien. Il faut déjà dire ça qu'il ne se porte pas bien. N'entendez pas le jour où il essaie de respirer pour aller dire, ah voilà, il n'a pas fait dire comment. Mais il était malade, mais qu'est-ce qui est arrivé? À partir de là commence le contentieux. Ah, d'accord. Oui. Notre enfant était malade, il n'était pas au courant. Maintenant qu'il est mort, on vient de dire, non, il n'est pas mort. Vous l'avez assassiné. Ah oui. Ah, les gens peuvent prendre les boucliers, hein. Ils peuvent prendre les armes, bon, en tout cas, hein. Pas les armes mortelles, mais les armes correctionnelles. Il était malade, on n'est pas au courant, vous venez dire qu'il est mort. Non, vous l'avez tué. Donc, il faut les informer du fait qu'il ne parle pas bien. Eux-mêmes vont envoyer une délégation, constater ça. Et le jour où il s'était, il a vraiment, bon, malgré tout, il est parti. Il dit, ah bon, d'accord. C'est cela. Vous ne pouvez pas enterrer l'enfant, hein, d'une femme sans que sa famille, sans que la famille maternelle soit informée. À moins que ce soit une mort brutale, ou que ce soit une mort infantile, c'est-à-dire mort d'enfant. Un bébé, un nourrisson, n'a pas besoin de vous agiter. Peut-être le nourrisson ou un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de subir le rite via partir, on ne doit pas le laisser traîner. Il faut l'enterrer rapidement à la manière des musulmans. Après, vous allez chez les parents maternels, dire voilà, il y a eu telle situation, voilà comment ça s'est produit. C'est cela. C'est cela. Les parents maternels jouent un rôle capital dans la vie de l'enfant. Que ce soit dans le mariage endogamique ou le mariage exogamique. Ils jouent un rôle capital. Pour les rites, c'est les centres maternels qui fournissent les accoutrements sacrés, certains accoutrements. Certaines pièces, disons, d'accoutrement que doit porter le jeune homme ou bien la jeune femme pour aller sur les lieux du rite. C'est comme ça. Et puis, bon. En gros, c'est cela. Et maintenant, par anticipation, puis je sais que tu as déjà posé la question en sourdine. Je ne sais pas si, mais par anticipation, je vais dire que aux amas pratiquent pratiquement l'ambilinéarité. Ni matriarcat absolu, ni patriarcat absolu. D'accord. Mais il les équilibre. Il essaie de créer un équilibre entre les deux. Donc, c'est l'ambilinéarité. D'accord. Le patrilinéaire et le matrilinéaire se rencontrent en un point P et se tiennent là pour créer harmonie. Ça, c'est intéressant, là. D'accord. On va aborder ces questions. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu du rôle de la famille paternelle.